Donc, on a tous ces aspects-là, avec une législation tout à fait particulière aussi en France, puisqu'en 1831 est mis en place donc, pour les Polonais, même si ensuite ce sera évidemment pour toutes les nationalités étrangères, la Légion étrangère. La Légion étrangère donc étant créée en relation donc, avec cette émigration polonaise, pour une raison très simple, c'est que la révolution, enfin, une tentative donc de renverser la présence russe hein, donc, à Varsovie, a été en grande partie fomentée donc, par des militaires. Alors par des militaires dégradés, mais qui évidemment donc, à leur suite ont aussi entraîné des non-gradés. Et donc une part importante de la migration polonaise est constituée donc par des militaires. Militaires qu'on ne veut pas intégrer à des régiments français. Donc on crée cette force étrangère spécifique, hein, qui évidemment donc, a perdu tout à fait cette vocation, sauf qu'elle la retrouve finalement pendant la Seconde Guerre mondiale, ou du moins oui, au moment de l'arrivée des Allemands en France, où les bannis d'Hitler, en fait, très souvent, sont passés par des dépôts de la Légion étrangère pour essayer d'échapper donc à l'arrestation donc par les Allemands. Donc ce côté politique en quelque sorte de la Légion étrangère, évidemment on l'oublie tout le temps avec cette image du sable chaud et des bataillons d'Afrique, mais elle tient sa source aussi dans cet exil. D'ailleurs on va largement construire ce lien entre la colonisation d'ailleurs et cette légion étrangère, hein, parce qu'on va employer ces troupes hein, justement donc, pour les conquêtes coloniales. Donc voilà, donc il y a un lien un peu étonnant qui se crée. Alors, la France va un peu plus loin même, puisque y a des débats à la Chambre hein, sur ce qu'on fait, si on dépense de l'argent ou non pour ces populations, comment leur donner un statut juridique. Et il y a une loi, donc la première loi en France qui a lieu donc, sur ces populations, elle est votée donc, le 21 avril 1832. Qui donc est une loi qui justement donc, établit ce dont je viens de parler, c'est-à-dire l'astreinte à des dépôts, la possibilité d'expulser si les réfugiés donc, sont trop remuants. Donc une législation et surtout des débats qui sont intéressants parce que pour la première fois, justement, le terme de réfugié politique est employé et on tente de le définir. Alors, on ne le définit pas vraiment parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a des débats, des enjeux sur le fait que, effectivement, est-ce que c'est simplement quelqu'un qui est sans la protection de son gouvernement, donc une définition assez large, est-ce qu'il faut une définition plus... Bon, finalement, le statut est surtout un statut qui met en place donc, des règles juridiques, hein, mais qui pose quand même donc, la question, premièrement, de la définition. On voit la même chose par exemple en Belgique aussi, où on aura une législation à partir donc, de 1935 donc, sur ce que c'est qu'un réfugié. En Grande-Bretagne, on le verra, la législation est particulière parce que la Grande-Bretagne donc, a mis en place pendant la Révolution française donc, une loi, hein, enfin, un acte qui s'appelle l'Alliance Act, qui donc permet d'expulser tout individu qui serait jugé indésirable, en quelque sorte, mais cette Alliance Act, finalement, n'est réactivée que très provisoirement en 1848 et ne sera véritablement rétabli qu'en 1905. Mais finalement, il plane en quelque sorte, hein, avec en même temps un discours, une politique britannique qui est de dire nous accueillons tout le monde, nous justement nous sommes des libéraux, donc nous pratiquons vis-à-vis des hommes exactement la même politique que nous pratiquons vis-à-vis du commerce. Bon. Donc le discours d'accueil n'est pas un discours d'hospitalité, de chaleur particulière et surtout de soutien à ces populations, mais c'est simplement le fait que nous ne faisons rien. Enfin, il n'y a pas de secours, hein, mais on ne vous contrôle pas véritablement non plus. Alors, si je reprends le cas de la France, en 1948, la révolution de 1948, donc,
entraîne évidemment une modification de la législation, et dès le 18 mars, donc en février, dès le 18 mars, il y a donc un texte donc, de loi qui établit que les réfugiés sont libres de circuler, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'astreinte à résidence telle qu'elle était faite, soit dans les dépôts, soit dans des villes aussi, il y a aussi ce type de choses. Et ça va de pair, c'est intéressant, avec le développement de la naturalisation, c'est-à-dire les possibilités de naturalisation, de devenir français, sont aussi donc dans ces premiers moments donc, de la Révolution de 1848 développées, et on voit donc dans les premiers mois, alors que la législation était souvent assez contraignante et financièrement aussi lourde, on voit donc un nombre de naturalisations se développer, plus de 2500, dit Gérard Boiriel. Donc sur un court moment, on a donc une espèce d'ouverture par rapport à ceux qui sont là, et puis cette volonté aussi de les intégrer, s'ils le veulent, donc par le biais de la naturalisation. Alors après juin 48, et puis les transformations qui suivent, et la fin, ce qu'on pourrait appeler donc période vraiment républicaine de cette Seconde République, dès 1849 en fait, se met en place, et c'est assez symptomatique, donc une législation qui va à la fois limiter la naturalisation, mettre des règles donc, de présence en France de 10 ans, donc toute une législation qu'on peut connaître, et également donc mettre en place une législation nouvelle qui permet d'expulser les étrangers donc, sans qu'aucun motif ne soit nécessaire. Donc là, des procédures tout à fait radicales donc, pour éliminer donc, des étrangers. Alors, il faut replacer ça dans un contexte qui n'est pas seulement celui de la Révolution, ou de la fin de la Révolution, mais aussi de la crise qui a eu lieu, crise économique qui a eu lieu en 46-47, bon, qui finit, mais qui fait que la Révolution est accompagnée de moments qu'on peut qualifier, même si le terme n'existe pas encore, et sans trop d'anachronisme, finalement de mouvements xénophobes. Donc, dès les premiers moments de la Révolution 48, on prend à partie des migrants, alors plus souvent économiques d'ailleurs que politiques, des migrants anglais qui travaillent sur les chantiers de chemin de fer, des Belges dans le nord, des Italiens dans le sud. Donc, il y a finalement un peu le rôle de l'opinion publique joue aussi, pour donc, revenir sur ces décrets plutôt ouverts, en fermant en quelque sorte à la fois donc, la naturalisation, en permettant donc d'expulser ces populations. En 1851, à partir de 1851, bon, évidemment, ce sont les Français aussi qui partent en raison de la répression du coup d'État, et le gouvernement donc, de Napoléon III, donc, va, à partir de 1952, simplement continuer à appliquer cette politique. La loi de 49 est largement suffisante, en quelque sorte, pour expulser les étrangers. Ce qui se passe aussi, et c'est toujours, évidemment, toujours ambivalent, quand on essaie de comprendre la façon dont on définit donc, les classes des individus, c'est à partir de 1851 que se met en place donc, le premier recensement en France qui distingue les Français des étrangers. Alors, évidemment, pour l'historien, c'est très bénéfique parce qu'il se permet de comptabiliser ces étrangers, mais on voit que là, pour la première fois, on essaie de voir qui est français, qui ne l'est pas, à travers donc, non pas une législation, mais finalement la situation des personnes. Bon, et ces étrangers représentent très peu de choses, puisque finalement, sur 35 millions de Français, on peut considérer qu'il y a juste 1% d'étrangers à ce moment-là. Mais malgré tout, là, on fait la distinction entre les Français et les étrangers. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs, à partir de 1948 ? Bon, je l'ai dit un petit peu pour la Grande-Bretagne, réactivation, mais accueil finalement de tous ces migrants, réfugiés ou non politiques, avec donc l'absence de secours, ce qui fait que souvent cette hospitalité britannique, entre guillemets, évidemment, bon, elle est quand même assez limitée. Et la Grande-Bretagne, d'ailleurs, encourage vivement tous ceux qui veulent partir vers les États-Unis. Donc on va même, d'ailleurs, les seuls qu'on va secourir, qu'on va aider, c'est finalement leur donner la possibilité de traverser gratuitement vers les États-Unis. Donc se débarrasser vers un autre pays de ces étrangers. C'est aussi la politique que mènent la Belgique et la Suisse
qui, elle aussi, donc, on voit arriver donc, quand même des quantités assez importantes de population, peut-être 10 000 même en 1948 pour la Suisse, et qui, surtout, donc, ont peur des représailles de la France, hein, à partir donc de 49 et de 51. Donc, mise en place de politiques, là aussi, qui vont restreindre la possibilité donc, de séjour des exilés donc, en Belgique et en Suisse. Avec toujours des conditions, j'allais dire, financières, sociales, voilà, pour limiter donc, la venue de ces migrants. Je m'explique, en Suisse, par exemple, chaque canton donc, va décider finalement de sa propre législation. En Belgique, il va falloir pouvoir justifier deux conditions financières assez importantes pour pouvoir y séjourner. Sinon, de toute façon, on vous envoie aussi dans des régions qui sont des régions, par exemple, non francophones. Pour les Français, on va les envoyer, donc ils vont découvrir de façon souvent assez amusante qu'en Belgique, on ne parle pas français. Et donc, ils vont se retrouver donc, dans des endroits, ce qui n'est pas simplement une vexation, mais aussi vous empêche de travailler, puisque de toute façon, dans ces cas-là, il y a des interdictions professionnelles, finalement, qui se mettent en place, et qui se mettent en place d'ailleurs dans beaucoup de pays, même en Amérique latine et autres. On se rend compte que la venue des étrangers, finalement, est toujours freinée aussi par ce genre de pratiques.